Je n'aurais jamais cru qu'une simple question au dîner, dans la maison élégante de Valérie Assau, se transformerait en une scène si douloureuse et humiliante. Devant mes petits-enfants, la table était dressée avec soin, coque au vin parfumé, heu, ratatouille colorée et une baguette croustillante que Valérie savait que j'adorais. Les enfants se servaient bruyamment, leur rire, résonnant dans la cuisine moderne aux tons olives. Il m'avait fallu tout mon courage pour demander, ma gorge sèche comme du sable, mais je ravalais, disais: «Valérie, sais-tu où est ma carte bancaire? Je ne la trouve plus». Le silence fut soudain. Les yeux de Valérie se relevaient. Perchance, ses pupilles se contractaient. Les enfants continuaient de manger, inconscience, mais je sentais la tempête éclater. «Qu'as tu dit?» demandait-elle. «Savoix, fine, froide, yeviens», commençais-je, puis m'arrêtais. Il n'y avait pas de juste jamais avec elle. Avant que je puisse finir, elle était debout. Ses mains ne tremblaient pas, sa voix ne s'élevait pas. Mais ses doigts s'enroulaient dans mes cheveux comme une griffe. Mon cuir chevelu brûlait. Ne me questionne jamais devant mes enfants. Sifflait-elle à mon oreille. Jamais. La pièce tournoyait. Je regardais mes petits-enfants, Chloé avec de la ratatouille sur le menton, la fourchette de Hugo figée en l'air. Personne ne bougeait, personne ne parlait. C'est alors que je savais que je ne comptais plus. Je ne criais pas, ne pleurais pas, ne tressaillais même pas. Quand elle me lâchait, enfin, je prenais mon manteau de main tremblante, sortais par la porte d'entrée, la fermant doucement derrière moi. Personne ne suivait. Le froid frappait comme une seconde gifle, mais c'était un soulagement, au moins honnête. Je me tenais sur le trottoir, en pantoufles, mon cuir chevelu encore douloureux, regardant mon souffle formé de petits nuages. Je n'avais nulle part où aller, ni portefeuille, ni argent, ni téléphone, mais je ne pouvais pas revenir, je ne pouvais plus prétendre. Pas après ça, car ce n'était pas juste de la rage, c'était de la possession. Une femme qui pensait pouvoir tout se permettre. Je marchais jusqu'au bout de la rue, mon cœur battant fort dans ma poitrine, incertaine si c'était la peur ou la trahison qui résonnait si fort, probablement les deux. En tournant au coin, je murmurais enfin la vérité. Elle aimait mon argent plus que moi. Et juste comme ça, quelque chose en moi changeait. Je ne savais pas où j'allais. Mais pour la première fois depuis longtemps, je savais que je ne reviendrais pas. Cette nuit-là, je me retrouvais sur un banc devant la maison des aînés à Clamart, où je faisais du bénévolat avant que Valérie ne m'installe dans sa chambre d'amis. Je n'imaginais pas en avoir besoin moi-même. La réceptionniste ne me reconnaissait pas au début. Je devais ressembler à un fantôme taché de pluie, muette. Elle m'offrait une couverture. Je lui disais que je n'étais pas brisée. Juste un train de recommencer. Elle n'insistait pas. À l'intérieur, les murs sentaient l'eau de Javel. Les secondes chances. Ma chambre était à peine plus grande que le placard que Valérie m'avait vidé, mais elle était à moi.
Je fermais la porte. L'averro et l'ice m'asseyais sur le lit, écoutais la tempête. Je ne pleurais pas. Je respirais lentement, régulièrement et commençais à planifier. Je sortais mon petit journal relié en cuir de mon sac. La seule chose emportée sous mon bras en partant, j'ouvrais une page vierge, commençais à écrire lentement, soigneusement, honnêtement. Jour où écrivais-je, ma fille m'a tiré par les cheveux ce soir, pas parce que j'ai crié, juré ou exigé quelque chose d'irraisonnable. J'ai juste demandé pour ma carte bancaire, mon écriture tremblait, j'ai continué. Elle disait qu'elle s'occuperait de tout après la mort de son mari Étienne. Ses yeux étaient doux quand elle le disait et je l'ai cru, et folle. J'aurais dû reconnaître ce ton. Ce n'était pas du réconfort, c'était de la conquête. Adieu. Étienne était mort depuis 5 mois. Quand j'emménageais, une crise cardiaque, soudaine, laissant Valérie vacillante. Elle me demandait de venir juste le temps de me remettre, disait-elle. Maman, c'est pas comme si tu avais quelqu'un d'autre. Je m'occuperai des factures pour que tu puisses te reposer. Je n'argumentais pas. J'étais seule, fatiguée. Ça faisait du bien d'être à nouveau nécessaire. Ce que je ne remarquais pas, alors, ce que je ne pouvais pas savoir, c'était à quelle vitesse l'aide deviendrait contrôle. Valérie commençait par rediriger mon courrier pour simplifier, puis proposer de fusionner les comptes pour que tout soit plus simple. Elle prenait mon téléphone pour un forfait familial. Bientôt, je ne pouvais rien faire sans lui demander mon argent. Même la newsletter de l'église Notre-Dame à Boulogne-Billancourt, tout passait par elle. Puis venait l'isolement social. Je disais au père Bernard, « Tu ne te sens pas bien ?» Il disait, « Il priera pour toi. » Mais je ne lui avais jamais demandé de dire quoi que ce soit. Je n'avais jamais eu l'occasion de dire au revoir. J'essayais de résister une fois, légèrement. Peut-être que j'appellerais Louise du cercle de prière. Valérie levait les yeux de son ordinateur, disant platement, « Tu n'as pas besoin de gens qui ne viennent que pour des prières. Maman. » Et c'était fini. Les lumières s'éteignaient à la maison des aînés. D'autres femmes, certaines bavardantes, d'autres silencieuses, grimpaient dans leur lit. Une femme à côté ronflait doucement. Une autre fredonnait une berceuse. L'air semblait lourd, chargé d'histoires, que personne ne demandait à entendre. Je fermais mon journal, le glissais dans mon sac, m'allongeais, fixais le plafond, clignant contre les larmes qui venaient, pas de douleur, de honte, pas pour ce que Valérie faisait, pour combien de temps je l'avais laissé faire. Je pensais que aider était aimer, que lâcher le contrôle était confiance, mais ce soir prouvait quelque chose de brutal, d'incontournable. La confiance dans les mauvaises mains est une arme. Le bureau sentait l'encre d'imprimante, le café trop infusé. Je m'asseyais sur une chaise en vinyle, fissurée, mon carnet serré sur mes genoux. In face, un jeune avocat, Maître Vincent Delacroix, 38 ans, aux yeux gentils, à la voix douce, feuilletait une pile épaisse de formulaires d'admission. Il n'avait pas encore demandé pourquoi j'étais là.
Il me tendait un stylo, disant « Prenez votre temps ». J'avais pas besoin de temps, j'avais besoin d'aide. Alors j'écrivais tout. Chaque détail dont je me souvenais, la carte bancaire disparue, le courrier qui n'arrivait plus, les comptes joints que j'avais jamais demandé, la manière dont Valérie souriait. Quand elle disait aux voisins que j'étais fragile, comment elle riait de ma confusion, comme si c'était mignon. Filial. Quand j'avais fini, je lui passais les papiers. Il survolait un instant, levait les yeux. Madame Renaud, depuis combien de temps ça dure? Je marquais une pause. Depuis qu'Étienne est mort, mais en vérité, je pense que ça a commencé bien avant. Il hochait la tête, pas surpris, et vous dites que vos comptes bancaires sont à son nom maintenant. Non, ma voix craquait un peu. Ils sont encore aux miens, mais j'ai pas accès depuis des mois, elle, à mes identifiants, mes cartes. Elle change les mots de passe avant que je puisse y taper quelque chose, puis demandait prudemment « Avez-vous des preuves physiques de coercition ou de fraude ?» J'ai un journal, disais-je, et mon téléphone, quelques captures d'écran avant qu'elle ne le prenne, et des emails imprimés. Je ne les ai pas sur moi, mais je peux les récupérer. Hein? Il me faisait un petit sourire. C'est plus que la plupart. Commençons par là. J'expirais si fort, comme un ballon se dégonflant. Pas du soulagement, mais quelque chose de proche. Une reconnaissance peut être vous n'êtes pas la première, disait-il, plus bas, et vous ne serez pas la dernière. Ce que fait votre fille, c'est de l'exploitation financière, plus courant qu'on ne pense. Je baissais les yeux sur mes genoux, mes mains tremblaient, pas d'âge, de fureur que je n'avais pas laissé ressentir jusqu'à cet instant. Elle dit à tout le monde qu'elle m'aide, murmurai-je, que je suis trop fragile, que je ne me souviens pas. Et le pire, ils la croient, ils la remercient. Ils disent qu'elle est une sainte. Il hochait la tête. Nous obtiendrons les registres. Nous examinerons tout s'il y a preuve de mauvaise gestion ou de fraude. Nous pouvons commencer par une lettre de mise en demeure. Peut être plus. Les mots semblaient étrangers. Lego, foi, mais dessous un courant de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le pouvoir, je me levais pour partir. Il me tendait sa carte. Si elle essaie de déplacer plus d'actifs, disait-il, appelez-moi d'abord, ne la confrontez pas, ne vous engagez pas, documentez et appelez. Je hochais la tête, glissant la carte dans mon portefeuille, celui qu'elle n'avait pas trouvé, juste quelques euros de danse, mais toujours à moi. En revenant à la maison des aînés, je passais devant la vitrine d'une épicerie. Les mots de Valérie résonnaient. Elle se perd facilement, elle est seule, ne pense pas clairement. Je regardais mon reflet dans la vitre, ridé et oui, usé, mais pas brisé. Loin de là. J'étais la femme qui avait équilibré tout le système comptable de l'église Notre-Dame à Boulogne-Billancourt, enseigné à l'école du dimanche, élevé un enfant à travers l'addiction, enterré un mari. Je savais à quoi ressemblait la fragilité et c'était pas moi
que Valérie parade encore un peu dans son costume de sainte, qu'elle polisse son auréole devant ses amis. Bientôt, la lumière dont elle se baignait viendrait du feu qu'elle avait allumé. C'était censé être un matin calme. Je sirotais un café instantané dans une tasse en papier, mon carnet ouvert, essayant de me rappeler si j'aimais vraiment le goût du thé à la verveine. Quand l'alerte arrivait, alerte de transaction, 10 500 € retirés du compte se terminant par 4 219, je fixais le message. Les chiffres n'avaient pas de sens au début. Je n'avais pas dépensé un centime de ce compte. Je n'y avais même pas accès. Mes doigts tremblaient en faisant défiler mes mots à compte Tesla Motors. Mon estomac se glaçait. Elle n'avait pas osé. Elle ne pouvait pas. Je me levais d'un bond, me précipitais au comptoir, demandais à la bénévole si je pouvais utiliser l'ordinateur de la maison des aînés, une vieille machine, lente, mais elle me laissait accéder au site de la banque. Mot de passe refusé. Encore, verrouillé. Bien sûr, je m'adossais à la chaise en plastique dur, la réalisation tombant comme des briques dans ma poitrine. Valérie l'avait fait. Elle avait acheté une voiture à mon nom, une Tesla, probablement blanche. Et elle disait toujours en vouloir une assortie à son style. Puis je le voyais, une autre notification enfouie dans le dossier des courriers indésirables de mon email de secours, modification de la structure des bénéficiaires du fidéicommis, confirmée. Non, je l'ouvrais, cœur battant. L'email était froid, clinique, celui envoyé quand quelqu'un modifie des documents financiers légaux. Il listait le numéro du compte de fidéicommis, celui qu'Étienne avait créé pour moi avant sa mort, celui qui m'avait fait jurer de ne toucher qu'en cas d'urgence. Sauf que maintenant, je n'étais plus la seule contrôleuse. Valérie Morel était co-fiduciaire. Ma bouche s'asséchait, quelque part dans cette pile de papier signée à la table de la cuisine. Ces mises à jour de routine qu'elle disait nécessitaient ma signature. Elle avait glissé, elle s'était nommée co-fiduciaire avec plein accès. Je repoussais le bureau, trébuchais dans la lumière froide de l'après-midi. Je ne pouvais pas respirer Penser. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était le dernier acte de soins d'Étienne, le nid destiné à me protéger de cette tempête. Et elle en faisait une virée shopping. Je déambulais des pâtés de maison, la soupe chaude de la maison des aînés oubliée, jusqu'à m'asseoir sur un banc sous un platane fragile. Le vent mordait mes joues. Mais il n'y a pas d'espace. Elle ne volait pas juste, elle planifiait, attendait que je sois usée, isolée, effrayée, puis elle habillait son vol de sourire, de gâteaux d'anniversaire, de discours sur la simplification. Elle m'enlaçait tout en me dérobant. Étienne lui faisait confiance, moi aussi, et elle armait cette confiance. Avec précision, je sortais mon journal de mon sac, mes doigts raides de froid, écrivais en lignes irrégulières. Elle ne prend pas juste mon argent, elle réécrit ma vie, me transformant en vieille femme impotente qui a besoin d'être sauvée pendant qu'elle met le feu à la maison. Craignez. Un prospectus était scotché au tableau d'affichage près de la salle à manger de la maison des aînés.
atelier gratuit de technologie pour seniors, apprenez à récupérer des données, restaurer des messages supprimés, protéger votre vie privée en ligne. Je passais presque à côté, mais quelque chose de curiosité, désespoir peut-être me faisait m'arrêter. J'ai fixé ces mots, restaurer des messages supprimés, mes doigts frémissaient. Valérie disait toujours que j'étais trop vieille pour comprendre la technologie, que c'était plus sûr si elle gérait le numérique. Elle riait même quand je demandais comment sauvegarder mes photos. 10 ans, tu vas tout gâcher, maman. Mais je me souvenais d'un commentaire de Valérie presque désinvolte sur la liaison de mon téléphone à son compte cloud. Pour simplifier, disait-elle, quand Étienne mourait et que tout s'effondrait. À l'époque, je hochais la tête, lui faisais confiance, la laissais gérer. Mais assise là, après l'atelier à la médiathèque de Saint-Denis, je me demandais, pourrais-je accéder à quelque chose, n'importe quoi, qui aiderait à comprendre, mieux écrire, ou juste me souvenir. Alors j'étais là, dans un sous-sol de la médiathèque avec 10 autres guerriers aux cheveux gris, écoutant une jeune femme patiente expliquer que rien en ligne ne disparaît vraiment. Même un message supprimé peut être récupéré, surtout s'il est sauvegardé dans le cloud. Mon cœur s'emballait. Après la session, je restais posant des questions discrètes. Elle m'expliquait iCloud, Google Voice, outils de récupération. Je notais tout comme une étudiante révisant pour un examen. De retour à la maison des aînés, j'empruntais un ordinateur commun, suivais les instructions. C'était lent. Les systèmes peu intuitifs, MES, MENS, RAIDS, mais après 1 heure d'essai, une liste apparaissait, notes vocales supprimées, chaîne de messages, fichier de sauvegarde, puis la voix de Valérie, floue d'abord, puis nette, recognizable. Franchement, je mérite une partie de cet argent. Elle est vieille, elle ne l'utilise même pas. C'est moi qui élève les enfants. C'est moi qui noie dans les factures. Elle devrait me remercier. Une autre, mon Dieu, si elle pose encore une question sur sa carte bancaire, je vais écrire, je lui rends service. Si elle savait à quel point c'était grave après la mort d'Étienne, elle paniquerait. Mieux vaut la garder dans l'ignorance. Et une qui me glaçait, je dirais aux voisins qu'elle décline, ça me fera gagner du temps. Si elle commence à fouiner chaque mot, petit couteau. Je téléchargeais tout, messages, journaux d'appels, capture d'écran, sur une clé USB neuve achetée avec mes derniers 20 €. Je l'étiquetais. Preuve Valérie Morel. Sans fioriture, sans drame, juste la vérité. Je fixais l'étui bleu de la clé comme une relique sacrée. Tout ce pourquoi elle me sous-estimait, ma mémoire, ma lenteur, mon âge devenait son angle mort. Elle n'avait jamais pensé que je comprendrais. Elle m'avait sous-estimé. Cette nuit-là, je m'asseyais à la fenêtre de la maison des aînés, la clé dans ma paume, comme une promesse, quelque part,
Valérie était probablement dans sa Tesla, se félicitant, d'une autre semaine à vivre aux frais d'un autre, riant peu, être de la vieille femme qui était si vive, mais ne pouvait même plus suivre une carte bancaire. Je me demandais si elle pensait à ce que ça faisait à quelqu'un d'être si complètement effacé par son propre enfant, rendu invisible, gênant, un meuble qu'on pousse dans un coin. Je murmurais à la vitre froide, plus maintenant, dès cette nuit, je ne bougeais plus comme une personne brisée, je bougeais comme quelqu'un qui construisait. Et cette fois, chaque pas était à moi. Colette apportait la belle porcelaine, toujours quand quelque chose n'allait pas. Nous nous asseyions sur le petit patio derrière son appartement, un buisson de romarin en pot entre nous, 2 tasses ébréchées remplies à ras-bord. Elle versait doucement, passait le sucre, comme une cérémonie, pas encore de questions, juste chaleur, sécurité. Quand je parlais enfin, ma voix craquait. Elle a acheté une Tesla. Colette clignait des yeux. Valérie. Je hochais la tête avec mon argent et j'ai les preuves. Elle ne s'exclamait pas, ne criait pas pour moi, remuait juste son thé lentement. Depuis quand le sais-tu? Je laissais la vapeur piquer mes yeux. Depuis hier, mais je pense que je le savais depuis plus longtemps. Quelque part, au fond, je voulais juste pas y croire. Et Colette posait sa cuillère, se reculait. Tu te souviens, après l'enterrement d'Étienne, comment elle demandait à tout le monde de partir tôt, disant que tu avais besoin de repos. Je hochais la tête, je restais pour aider à nettoyer. Elle me disait alors, ne t'inquiète pas, je gère ses finances maintenant. Elle n'est plus bonne avec les chiffres. Comme si tu étais déjà parti, comme si tu n'étais pas dans la pièce à côté, les mains encore tremblantes. J'avalais difficilement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? J'ai essayé, disait-elle doucement, mais le chagrin brouille et la culpabilité nous fait donner des chances qu'ils ne méritent pas. Je fixais le buisson de romarin, ses petites feuilles vertes oscillant dans la brise. Je pensais l'aider. Après la mort d'Étienne, elle était si fragile, elle ne cessait de serrer la mâchoire. Je me disais, si je restais à l'écart, elle retrouverait ses marques. Elle l'a fait, disait Colette, sur ton dos. Ce n'était pas cruel, c'était la vérité et elle frappait net. Elle m'appelait tous les jours quand Étienne était malade, disais-je, plus à moi-même qu'à elle, même avant le diagnostic. Elle demandait pour les vitamines l'homéopathie, son sommeil. Elle semblait si dévouée. Et puis, après, disait Colette doucement, ce dévouement se tournait vers elle. Contrôlait, panique, peur, mais au lieu de l'affronter, elle s'enveloppait de martyrs, faisait toi le problème. Je restais silencieuse, laissant ça s'installer. Penses tu? Demandai-je enfin, que c'est ma faute de ne pas avoir résisté plus tôt. Colette tendait la main, la sienne chaude contre la mienne. Isabelle, écoute-moi. Le silence ne signifie pas culpabilité et l'amour n'est pas une dette. Elle a profité de ta confiance. C'est pas une erreur, c'est un choix. Les larmes venaient alors, discrètes,
indésirable. Je ne sais pas comment réparer, murmurai-je. On ne répare pas les gens qui ne te voient pas comme une personne, disait-elle. Tu te protèges d'eux, c'est ce que l'amour ressemble. Quand il se tourne enfin vers soi, je hochai lentement la tête. Elle avait raison. Toujours, j'ai donné l'épreuve à un avocat, disais-je. Il examine tout. Bien, disait-elle fermement. Laisse quelqu'un d'autre porter le poids pour une fois. Nous finissions notre thé en silence. Les oiseaux gazouillaient à proximité, l'odeur de romarin forte, ancrante. Avant de partir, elle m'enlaçait fort, plus longtemps que d'habitude. Ne la laisse pas voler ton calme, murmurait-elle. En revenant à la maison des aînés, je pensais à ces mots, calme, pas faiblesse, pas ignorance, calme. Je marchais dans le bureau de Maître Delacroix 2 jours plus tard. Avec toutes les preuves possibles, j'ai tout documenté, comme vous l'avez suggéré, disais-je. Il s'épanchait, doigts croisés, sans rien toucher encore, disant « Bien, voyons ». Il examinait chaque document soigneusement. J'ai lu sur des cas comme ça, disait-il lentement, mais je n'en ai jamais vu un aussi organisé. Je lui faisais un mince sourire. J'étais trésorière de l'église Notre-Dame pendant 15 ans. Je sais tenir des registres. Il riait doucement, puis devenait sérieux. Isabelle, c'est pas juste de l'exploitation des aînés. Si ce qui est dans ce carnet est la clé USB, tiens, on parle de fraude, de falsification, de violation potentielle du devoir fiduciaire. Peut-on annuler ce qu'elle a fait? Demandai-je. Le statut de cofiduciaire, l'accès au compte. Il ouvrait le carnet, survolait quelques pages. Si les signatures ont été manipulées, oui. Si vous avez été contrainte sous de faux prétextes, oui, ça prendra du temps. Nous commencerons par une motion pour examiner les amendements du fidéicommis et nous déposerons une injonction pour geler l'activité jusqu'à un audit complet. Je hochai lentement la tête. Men's Stables. Mais mon cœur s'emballait. Je n'étais pas habituée à parler ainsi, comme une plaignante, comme quelqu'un qui en avait assez. Une dernière chose, disais-je. Il levait les yeux. Je ne veux pas juste annuler, je veux un registre de ce qu'elle a fait, un registre légal, pour que si elle essaie encore avec moi ou un autre, il y ait une trace. Il hochait la tête. Nous pouvons poursuivre en civil, référer l'abus financier au procureur avec votre documentation. Solidaire, Tolin. Je quittai le bureau 1 heure plus tard, plus légère que depuis des mois, pas parce que tout était réglé, mais parce que la première pierre était posée pour la première fois depuis que Valérie glissait sa main sur la mienne, disant « Segnès ». Maman, je sentais le sol redevenir solide sous moi. Je prenais le long chemin vers la maison des aînés. Laissais le bruit de la ville m'effleurer. Le vent jouait avec le col de mon manteau. Valérie ne le savait pas encore. Elle conduisait probablement sa nouvelle voiture, racontant aux voisins qu'elle était une soigneuse, une sauveuse. Mais elle ne tenait plus le stylo. L'histoire changeait de main. Ça arrivait dans une enveloppe manille, glissée sous la porte de la maison des aînés.
par un coursier qui n'attendait pas de signature. Je connaissais ce type d'enveloppe épaisse, legale, lourde, des intentions d'un autre. Je l'ouvrais lentement, mes mains soudain froides, malgré la chaleur d'été. Notification de requête pour tutelle déposée par Valérie Morel. Motif: prétendue démence précoce, incapacité à gérer les affaires financières, médicales, légales, recommandation de supervision immédiate par le tribunal. Mes oreilles bourdonnaient, je m'asseyais durement sur le lit, le sol penché, les mots flottaient, puis redevenaient nets. Elle essayait de tout prendre, pas juste mon argent, pas juste le fidéicommis, mon esprit. Elle voulait que l'État croie que j'étais inapte. Elle voulait que les tribunaux me mettent dans une boîte silencieuse, surveillée, privée de tout pouvoir de me défendre. Je feuilletais les pages, lisant son affidavit. Elle a du mal à se souvenir des dates. Elle devient paranoïaque, accusant la famille de vol. Et Léa oublie les noms. Ça ressemblait à de la fiction conçue pour détruire une vie lentement, par des papiers, des doutes, et puis enfouie à la dernière page une demande d'autorité temporaire d'urgence. Si accordée, elle aurait plein accès à tous mes comptes. Pendant que la requête était en attente, elle n'attendait pas de gagner, elle voulait juste entrouvrir la porte. Je ne pouvais pas respirer, je voulais crier, déchirer, marcher jusqu'à sa maison, jeter ça à son visage suffisant, mais je ne le faisais pas. Ya please. Glisser l'enveloppe, rester silencieuse 20 minutes, laissant la chaleur grimper dans ma nuque. C'était la guerre et elle était prête à m'enterrer vivante pour gagner. Mais ce que Valérie ne savait pas, c'est qu'elle avait choisi la mauvaise version de moi pour se battre, l'ancienne moi, celle qui se remettait en question, s'excusait quand accusée, laissait l'amour tout excuser. Cette femme était morte sur le trottoir, la nuit où Valérie me tirait les cheveux devant ses enfants. Ce qui restait, quelqu'un de chirurgical, concentré, qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour démanteler un mensonge. J'envoyais un texto à Maître Delacroix, Deutsch Tremblance, reçu requête. C'est une tentative de tutelle, paquet complet déposé à votre bureau ce soir. Y répondez en moins d'une minute. Nous contesterons immédiatement. Ne l'engagez pas directement. Vous n'êtes pas seul. Valérie comptait sur cet isolement. Elle l'avait cultivé comme un jardin, arrachant chaque racine de soutien dans ma vie. Amis, église, communauté, coupée sous prétexte de soucis, mais le sol était toujours là. Et maintenant, quelque chose repoussait. Nuit, je copiais. Chaque page faisait 2 sauvegardes USB supplémentaires, en envoyait une à Delacroix, l'autre à une boîte postale verrouillée ouverte sous un autre nom. Au cas où je dormais légèrement, tout habillée, journal, sous l'oreiller. Elle pouvait me traiter de délirante, mais je n'étais plus impréparée. Qu'elle dépose ce qu'elle voulait. Je n'allais pas supplier, j'allais construire.
et dichele tribunal, son histoire ne tiendrait pas. Je ne criais pas. Quand je recevais la convocation, n'appelez pas Valérie, n'exigez pas d'explication, ne répondez même pas à la lettre de son avocat, arrivé le lendemain, ponctuelle, épaisse de rassurance condescendante, que la requête était dans l'intérêt de ma mère. À la place, je passais tous les examens qu'elle exigeait, silencieusement, calmement, analyse de sang, examen neurologique, quiz de mémoire, où on me demandait de répéter des motifs, rappeler des séquences, identifier une noix d'une amande. Il me demandait de dessiner une horloge. Je la dessinais parfaitement. À un moment, le médecin examinateur, un homme âgé aux lunettes à monture métallique, ton clinique d'où, me demandait de nommer le président actuel, le vice-président, l'année. Je les énonçais avec la même intonation que pour les annonces de l'église le dimanche matin, quand nous finissions. Il me regardait longtemps. Votre fille prétend que vous oubliez les noms, disait-il. Est-ce vrai? J'oublie les gens qui ne comptent pas pour moi, répondais-je platement. Ma mémoire est juste plus sélective maintenant. Il souriait, presque riait. Oubliez-vous la sienne? Je le regardais droit dans les yeux. J'aimerais pouvoir. Il prenait note. À la fin de la session, il se levait, m'offrait sa main. Madame Renaud, je fais ce travail depuis 27 ans. Il n'y a rien qui cloche avec votre esprit. Alors pourquoi suis-je ici? Il ne répondait pas, car nous savions tous les deux. Valérie ne s'inquiétait pas pour ma santé mentale. Elle était menacée par mon indépendance. Elle armait le même souci qui me faisait la tenir pendant ses crises de panique après la mort d'Étienne. La même tendresse montrée. Quand elle pleurait cette première nuit à l'hôpital, le même amour que je pensais me protéger de cette trahison, mais l'amour, apprenais-je, ne protège que quand l'autre respecte de votre humanité. Valérie ne le faisait plus. Elle respectait mes actifs, ma complaisance, mon silence. Pas moi. Plus tard cette semaine, je recevais une enveloppe scellée du médecin, des dents, une déclaration tapée, signée sur la base de multiples évaluations indépendantes. Madame Isabelle Renaud est saine d'esprit, pleinement capable de gérer ses affaires légales, financières, personnelles. Aucun signe de déclin cognitif. D'autres requêtes ne sont pas médicalement soutenues. Je lisais la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement, la glisser dans ma poche de manteau, une arme de vérité, un bouclier. Et pourtant, je ne me sentais pas victorieuse, mais fatiguée. Fatiguée de défendre mon droit d'exister comme une personne entière, de prouver que je n'étais pas brisée, confuse, perdue. Mais cette fois, cette fatigue ne m'aplatissait pas, elle me concentrait. Maître Delacroix ne perdait pas une seconde. Le matin, après que je déposais la lettre du médecin, il déposait une contre-motion contestant la tutelle, jointe une déclaration notariée du médecin, froide, précise, dévastatrice, puis venaient les assignations, demande de registre financier du fidéicommis, des comptes bancaires personnels de Valérie, de chaque carte de crédit liée à mon numéro de sécurité sociale. Elle ne le sait pas encore, disait Delacroix, mais nous sommes déjà 10 coups d'avance. C'était la première fois depuis des semaines que je me permettais de sourire pendant que Delacroix rédigeait des motions
Je compilais tout le reste, chaîne de messages, emails, notes qu'elle pensait supprimer. Mais vivant à jamais dans le cloud, je les organisais dans des dossiers marqués de notes autocollantes, service public, achat de véhicules, documents, de fidéicommis modifiés, enregistrement téléphonique. C'était méticuleux, épuisant, mais nécessaire, car Valérie dépensait encore. Elle ignorait que nous avions gelé l'activité du fidéicommis, n'avait pas encore reçu l'avis d'Audi, alors elle continuait comme si personne ne regardait. Une paire de reçus apparaissait dans mon email de secours, alerte, transférée d'une carte de grand magasin, toujours à mon nom. Valérie n'avait jamais changé les paramètres. Un pour un système de cinéma maison à 200 €. L'autre, un sac à main valant plus que ma pension mensuelle. Elle passait du désespoir à la décadence. Je me demandais comment elle expliquait aux enfants, s'ils demandaient pourquoi les économies de grand-mère payaient des soirées cinéma, des sacs de luxe. Je doutais qu'ils le fassent. Valérie était douée pour transformer la vérité en conte de fées. Elle est fragile. Les enfants, elle a besoin d'aide. Elle m'a demandé de gérer. Elle ne comprend pas l'argent comme nous. Des mensonges codés en soucis. Valérie savait toujours faire passer l'égoïsme pour du sacrifice. Je restais silencieuse. N'appelez pas. Ne me montréis pas. La laisser croire qu'elle avait gagné, que j'étais reléguée dans une maison de retraite, trop faible pour riposter. Elle ignorait que la date du tribunal approchait, que Delacroix avait déjà rédigé une requête pour la retirer comme cofiduciaire, que sa propre trace de dépense cousait la corde autour de sa position légale. Pendant qu'elle sirotait des lattes, postait des citations inspirantes sur Facebook, sur la famille, je posais des briques, pas pour la vengeance, pour la vérité. La salle d'audience était plus froide que prévu, pas physiquement, bien que la climatisation soit brutale, mais émotionnellement détachée, clinique. Ça sentait le vieux papier, l'anxiété, la poussière. Je m'asseyais à la table des requérants, mains croisées proprement devant moi, Delacroix à mes côtés, son attaché cas ouvert, comme une arme. Valérie entrait, portant un blazer ajusté, des boucles douces, à son rouge à lèvres, un ton trop vif. Elle me jetait un regard, yeux vides, prenait place de l'autre côté de l'allée avec son avocat. Quand la juge entrait, tout le monde se levait. Ne tressaillez pas, car je savais ce qui venait et j'étais enfin prête. Valérie parlait en premier. Son avocat ouvrait avec des phrases comme profonde inquiétude, premier signe, sécurité préventive. Puis Valérie montait à la barre, sa voix calme, convaincante. Elle parvenait même à verser une larme ou deux. Ma mère lutte. Depuis la mort de mon mari, elle est oubliée, se répète, perd ses médicaments. Je l'ai trouvé errant une fois. Objection, coupé de la croix. Nous avons des dossiers médicaux contredisant directement ce témoignage. La juge hochait la tête, retenue, continuait, mais restait factuelle. Valérie hochait la tête, yeux grands de fausse humilité. Bien sûr, je veux juste la protéger, c'est tout. Elle a toujours été si fière. Je ne voulais pas la humilier
en forçant l'aide, je la fixais immobile, tandis qu'elle armait l'amour en temps réel, comme si nous n'avions pas partagé la même table, comme si elle ne m'avait pas tiré par les cheveux devant mes petits-enfants. Puis de la croix se levait « Votre honneur ». Nous aimerions présenter des documents prouvant que Madame Renaud est saine d'esprit, avec des preuves que la requérante a utilisé le pouvoir accordé pour détourner des fonds d'un fidéicommis, rediriger des actifs financiers, faire de gros achats non autorisés. L'avocat de Valérie objectait, la juge permettait. Delacroix tendait une pile d'exhibits, copie des amendements du fidéicommis, transcription vocale, reçu à signer, la lettre du médecin déclarant ma compétence mentale indéniable, clinique, complète. La juge feuilletait lentement, la salle devenait immobile et c'est alors que je le voyais, la posture de Valérie changeait, pas dramatique, mais quelque chose dans sa colonne fléchissait, sa bouche s'écrispait, ses mains se recroquevillaient légèrement sur ses genoux. Elle n'attendait pas de résistance, elle attendait le silence. Madame Renaud, disait la juge, souhaitez-vous faire une déclaration? Je me levai, marchai vers l'avant de la salle. Le microphone crépitait doucement en me pensant. Je ne suis pas ici par vengeance, disais-je, voix claire. Je suis ici, car ma fille a essayé de m'effacer avec une signature. La salle ne bougeait pas. Elle voulait que je disparaisse légalement avant que je puisse dire non. Non à ces dépenses, non au contrôle, non à être effacé en mon propre nom. L'avocat de Valérie s'agitait inconfortablement. Je l'ai laissé gérer après la mort de son mari, par confiance, par amour. Et elle a transformé ça en propriété. Je me tournais vers la juge parce qu'elle a déposé cette requête pour pouvoir dépenser librement, dormir tranquille, tout en disant que c'était pour ma sécurité. Les yeux de Valérie fixaient la table. Votre honneur, je ne suis pas confuse, pas instable, pas perdue, mais j'ai été abusée financièrement, émotionnellement, legalement, silence. Puis la juge parlait lentement. Pour le mettre, cette affaire ira de l'avant avec un examen financier complet. Les preuves de manipulation sont convaincantes. Le tribunal est profondément troublé par la prétendue trahison de confiance au niveau le plus intime. Delacroix posait une main stable sur mon épaule. En me rasseyant. Et tandis que Valérie sortait, yeux vitreux, bouche crispée, je ne ressentais pas de triomphe, mais de la certitude. Le silence dans lequel j'avais vécu trop longtemps, c'était fini. Le bureau du procureur était dans un bâtiment gouvernemental beige, vibrant d'un silence fluorescent que seule la bureaucratie crée. Je m'asseyais face à une jeune femme en costume bleu marine, son badge indiquant enquêtrice, mais ses yeux disant qu'elle avait vu assez de familles brisées pour savoir où ça menait. Je venais pas avec des larmes, mais avec une boîte d'aidants, le carnet, la clé USB, les reçus à signer, les copies des amendements du fidéicommis, les notes vocales de Valérie, un dossier manille étiqueté, affidavit, Renaud. Aïe, je la glissais sur le bureau, disais
Tout est là. Des années d'érosion signées, datées, sourcées. Elle ouvrait le dossier lentement, lisait les premières lignes de mon témoignage écrit. Vous dites qu'elle a falsifié l'amendement. Non, disais-je. Elle m'a manipulé pour le signer. Disons que c'était pour simplifier. J'ai posé des questions. Elle avait des réponses, aucune vraie. Et la Tesla payée avec un transfert de mon compte. Après qu'elle s'est faite cofiduciaire, la femme hochait la tête. Pas surprise, juste attristée. Les cas d'abus financiers comme celui-ci, disait-elle, ont rarement ce niveau de documentation. La plupart des victimes ne peuvent pas suivre ce qui a été pris ou sont trop honteuses pour l'admettre. Je la regardais droit dans les yeux. Je n'ai pas honte. J'ai été trompée. Elle tapotait le dossier doucement. Seriez-vous prête à témoigner sous serment? J'ai témoigné pour l'empêcher de voler mon nom. Je témoignerai encore pour l'empêcher de faire ça à quelqu'un d'autre. Elle marquait une pause, se levait. Je reviens. Renie. J'attendais dans cette pièce froide près de 20 minutes, mes mains serrées autour d'une tasse de café tiède. À son retour, elle n'était pas seule. Un homme grand en costume gris aux yeux vifs la suivait. Voici le procureur adjoint Dupont, disait-elle. Il a examiné votre dossier. Il s'asseyait à côté, feuilletait quelques pages rapidement, levait les yeux. Madame Renaud, si même une partie de ceci est confirmée par l'audit, ça va bien au-delà d'erreurs financières. Nous pourrions faire face à des accusations graves, incluant fraude, abus, remboursement ordonné par le tribunal. Faites ce qu'il faut, disais-je. Je ne suis pas ici pour blesser ma fille, je suis ici pour l'arrêter. Il s'épanchait. Sérieux, nous commencerons un examen complet, mais je demande aussi un mandat discret, pas de médias, pas d'avis préalable. Si nous bougeons décisivement. Je hochai la tête. Je ne veux pas que ce soit public, pas pour moi, mais je veux que ce soit permanent. Cet après-midi, il prenait possession de la clé USB, du carnet, promettait un suivi. Dans la semaine, je quittais le bureau du procureur plus légère, pas joyeuse, pas justifiée, juste claire. Valérie pensait encore que c'était un différend civil. Elle ne réalisait pas que l'État allait frapper à sa porte avec des menottes. En revenant à la maison des aînés, je passais devant le même café où elle m'avait acheté un macaron, disant « Tu vois, je prends soin de toi ». J'entrais, commandais le plus grand latte du menu, payais avec mon argent de la carte bancaire qu'elle ignorait, que j'avais réémise à mon nom. Puis je m'asseyais, sirotais lentement, pas de carte volée, pas de permission nécessaire, pas de remerciement dû, car cette fois, je suppliais pas pour la justice, je la livrais. Ça arrivait un mercredi, un jour ordinaire, le genre que les gens pensent trop ennuyeux pour des conséquences. Valérie était au travail, elle insistait toujours là, dessus, au travail, comme si je devais être fière de sa capacité à équilibrer fraude et parentalité, tout en portant un blazer ajusté. J'étais assise face au procureur adjoint Dupont, dans un petit bureau en ville, finalisant quelques notarisations. Il disait les mots nonchalamment. Le mandat a été exécuté ce matin. Mon souffle s'arrêtait,
Que voulez-vous dire? Elle a été placée en garde à vue à son bureau, pas de communiqué de presse, pas de caméra, mais ses collègues ont tout vu. Je l'imaginais, le claquement des talons dans le couloir, la confusion dans ses yeux. Quand les officiers entraient, l'instant où les menottes touchaient ses poignets, pas serré, pas brutal, juste délibéré, public. Valérie misait toujours sur les apparences, la mère parfaite, la fille dévouée, la veuve endeuillée avec une Tesla et un complexe de martyr. L'image était son armure, maintenant disparue. Dupont continuate, listant les étapes légales, mise en accusation, révision de caution, gel d'actifs potentiels, mais je l'entendais à peine, car pour la première fois depuis des mois, je ne m'inquiétais pas de ce que Valérie ferait. Ensuite, elle n'était plus au volant. J'expirais, relâchant un souffle retenu depuis la nuit où elle me tirait les cheveux devant mes petits-enfants. Dupont se levait, me serrait la main. « C'est pas fini », disait-il, mais elle ne peut plus toucher vos finances. Et si la juge approuve notre motion, elle sera interdite d'agir comme fiduciaire pour quiconque, à jamais. Je sortais du bâtiment seul, mais stable, horse. Le vent était vif, pas cruel, purifiant. Je passais un kiosque à journaux, m'attendant à moitié à voir son visage placardé. Mais Yann, le silence me convenait. Ce n'était pas une question de honte, mais de sécurité, de tracer une ligne à l'encre au lieu de l'espoir. La salle d'audience était la même. Même juge, même banc en bois, même bourdonnement froid, des néons, mais cette fois, quelque chose changeait. Cette fois, Valérie ne s'asseyait pas droite dans son blazer, ajusté avec une expression arrangée. Cette fois, elle était escortée par un officier portant un costume bleu marine, trop grand aux épaules, ses poignets nus, où les bijoux trônaient. Elle ne me regardait pas. Pas une fois. Je m'asseyais à côté de Maître Delacroix, calmée, sans note devant moi, sans papier serré, de mains tremblantes. J'avais plus besoin d'armure. J'étais l'histoire maintenant. La juge s'adressait à la salle avec le même ton sec. Nous sommes ici pour l'audience probatoire sur les accusations d'abus financiers, fraude, violation de devoirs fiduciaires concernant le fidéicommis Renault. L'avocat de Valérie tentait une dernière fois de tordre les faits, détresse émotionnelle, malentendus, tensions, familiales, mais même sa voix vacillait sous le poids de ce qui était déjà déposé. Puis, la juge me regardait. « Madame Renault, souhaitez-vous témoigner ?» Je me levai, marchais vers la barre des témoins. Lentement, délibérément, le serment pesait cette fois, pas par peur de mentir, mais parce que j'avais attendu si longtemps d'être entendue. J'aimais ma fille. Comment sais-je? Je lui faisais confiance. Après la mort de son mari, elle disait avoir besoin d'aide. Je pensais lui offrir du réconfort. En vérité, je lui donnais une opportunité. Les yeux de Valérie restaient fixés sur la table. Elle disait aux voisins que je déclinais, redirigeais mon courrier, prenais le contrôle de mes comptes bancaires,
disait qu'elle s'occuperait de tout. Je me tournais vers la juge Passe et j'ai pas signé de pouvoir, j'ai signé de la confiance, et elle l'a utilisé pour faire des chèques pour elle, pas pour prendre soin de moi. La salle était silencieuse. Maître Delacroix tendait au tribunal un dernier dossier, photos desachats, objet de luxe. L'avoiture, le transfert du fidéicommis, puis les fichiers USB, les transcriptions de messages, enfin la lettre du médecin déclarant ma compétence mentale indéniable, clinique, complète. La juge feuilletait avec une précision lente, comme assemblant un puzzle dont elle connaissait déjà la réponse, puis elle parlait. Le tribunal trouve le comportement de mademoiselle Valérie Morel une trahison profonde, pas seulement du devoir fiduciaire, mais d'une confiance fondamentale entre parents et enfants. Les preuves de manipulation, d'isolement, d'exploitation financière sont accablantes. Ce tribunal recommande que des accusations criminelles soient poursuivies sous la section 368 du Code pénal. Valérie ne parlait pas, ne tressaillait pas, restait figée. La juge continuait. De plus, Madame Isabelle Renaud est rétablie comme unique fiduciaire du fidéicommis familial Renaud. Le tribunal reconnaît sa pleine autonomie. Tout accès restant accordé à mademoiselle Valérie Morel est révoqué effectif immédiatement. C'était fait sans drame, sans cri, mais avec une sentence aussi définitive qu'une porte claquée. Je descendais, retournais à ma place, pas de larmes, juste de la clarté. Je ne regardais pas Valérie, tandis qu'elle était escortée hors de la salle. Il n'y avait plus rien à voir. Elle ne m'avait pas regardée une fois pendant le témoignage, et je réalisais que c'était pas de la honte, mais de la peur, car pour la première fois, elle ne faisait pas face à une vieille femme confuse, demandant où était sa carte bancaire, mais à quelqu'un qui savait exactement où chaque euro, signature, mensonge avait atterri. Et maintenant, toute la salle aussi, je pensais savoir pourquoi elle l'avait fait. Je pensais à l'avidité, au contrôle, à une fin tordue de posséder ce qui n'était pas à elle. Mais quand le procureur avançait avec la dernière pièce à conviction, même moi n'étais pas prête pour ce qui suivait. Votre honneur, disait-il, soulevant un classeur. Au cours de notre audit financier, nous avons découvert un motif secondaire non divulgué dans le dépôt initial. Il passait le classeur à la juge qui l'ouvrait lentement. Ceci inclut des rapports de crédit d'anciens dépôts commerciaux, des documents de compte en souffrance liés à Étienne Morel. Le conjoint décédé de la défenderesse, Valérie levait enfin les yeux, pas vers la juge, vers moi, yeux écarquillés, lèvres entr'ouvertes. Elle savait ce qui venait. Le procureur continuait. Après la mort de M. Morel, mademoiselle Valérie Morel héritait non seulement de ses dettes personnelles, mais des responsabilités impayées d'une entreprise échouée qui lui avait caché à elle et sa mère près de 87,0 € en prêts en retard, litiges de fournisseurs, pénalités fiscales. La salle devenait immobile. Elle commençait à transférer de l'argent des comptes de sa mère. Moins de 3 semaines,
après avoir appris l'ampleur de ses dettes. Il marquait une pause, laissant les mots s'installer. Un bref. Votre honneur, Valérie Morel utilisait la confiance financière de sa mère pour nettoyer discrètement les décombres de son mari, pas par malveillance. Peut être par désespoir, mais ce faisant, elle commettait une fraude délibérée, une fausse représentation, une exploitation des aînés à une échelle bien au-delà de la négligence émotionnelle. Je ne pouvais pas bouger, pas même cligner. Je fixais la page que la juge tenait, photocopie de notification de dette, transfert bancaire, accord de remboursement falsifié, mon nom griffonné sur des documents, jamais vus. Elle avait tout fait, pas juste par cruauté, mais parce qu'elle se noyait. Valérie ne voulait pas juste mon argent, elle en avait besoin pour rester à flot, protéger une réputation qu'Étienne avait déjà détruite avant que la crise cardiaque ne l'emporte. La trahison frappait plus profondément que tout avant, pas parce que c'était pire, mais parce qu'elle était enracinée dans un mensonge que j'ignorais même. Toutes ces nuits où je pensais qu'elle pleurait, elle complotait, toutes ces fois où elle disait ne t'inquiète pas des factures, maman, je gère. Elle rafistolait un bateau qui coulait avec ma retraite. Et pas une fois, elle ne disait la vérité. La juge soupirait, pinçant l'arête de son nez. Ceci explique le schéma, l'urgence, mais n'excuse pas le comportement. Elle regardait directement Valérie. Vous aviez d'autres options. Vous auriez pu demander la faillite, aller au tribunal, dire la vérité. Au lieu de ça, vous avez volé la seule personne encore à vos côtés. Valérie baissait la tête, les larmes coulant silencieusement. Je ne ressentais rien, pas de vengeance, pas de triomphe, pas de satisfaction, juste du froid. Étienne avait laissé un désastre et Valérie m'avait enterré dessous pour survivre. Elle n'avait pas forcé mes comptes pour me blesser. Elle s'en fichait assez pour ne pas s'arrêter. C'était le vrai chagrin, pas le crime, l'indifférence. La salle se vidait lentement après. Delacroix posait une main sur mon dos, tandis que je rassemblais mes affaires. « Ça va ?» demandait-il. « Non » disais-je doucement, « mai sair » car maintenant, enfin, il n'y a plus rien de caché, pas de secret, pas d'illusion, juste la vérité. Et même si ça me brisait, elle était à moi. La sentence n'était pas dramatique, pas de menottes, pas de halètement dans la salle, pas de marteau frappé, juste la voix calme, égale de la juge. Lisant le verdict, Valérie Morel a été reconnue coupable de graves inconduites financières envers sa mère âgée, ainsi que d'une violation de responsabilité fiduciaire. Le tribunal lui ordonne de rembourser 140 € à Isabelle Renaud via un plan de restitution structuré, effectif immédiatement. Valérie ne bougeait pas, restait immobile, silencieuse, poulet, indéchiffrable. Son avocat touchait doucement son bras. Peut-être pour l'ancrer. Elle ne répondait pas. La juge continuait « Tone stable ». Vu ses enfants à charge, l'absence d'antécédents criminels, le tribunal accorde une assignation à résidence pour 12 mois. Pendant ce temps, Mademoiselle Morel portera un moniteur GPS, suivra une thérapie
renoncera à tout contrôle sur les comptes financiers partagés. Toute violation entraînera une incarcération immédiate. Puis elle se tournait vers moi. Ça, Madame Renaud, vous pouvez poursuivre des recours civils si vous choisissez. Ce tribunal vous trouve pleinement capable de gérer vos affaires financières. Je hochai la tête, pas parce que j'avais l'intention de poursuivre, mais parce que j'avais besoin de ces mots enregistrés, pleinement capable. La salle se vidait lentement. Un flou de pas, de voix murmurées. Delacroix se penchait, chuchotant quelque chose sur les prochaines étapes. Je n'entendais pas, car les enfants de Valérie, mes petits-enfants, étaient encore dans la galerie, Mifixent. Chloé, l'aînée, pleurait. Hugo semblait perdu, tiraillé dans deux directions qu'il ne comprenait pas. Une assistante sociale à proximité les appelait doucement pour partir avec elle, mais il restait. Chloé avançait, sa voix tremblait. Je ne savais pas, même, je le jure, je hochai la tête. Yes, ma chérie, vas-tu bien? Je marquai une pause. Non, disais-je honnêtement, mais je vais mieux que je ne l'ai été. Elle m'enlaçait fort, le genre d'étreinte qu'on donne quand tout ce qu'on pensait savoir change soudain. Je t'aime, murmurait-elle. Je t'aime aussi, disais-je, et je le pensais. Le tribunal me donnait la garde temporaire des deux enfants jusqu'à la prochaine audience. Valérie n'objectait pas, ne disait rien. Elle sortait, gardée, silencieuse, sans regarder en arrière. Plus tard cette semaine, je déménageais dans un petit appartement à Trouville-sur-Mer, en Normandie, modeste, mais entièrement à moi. Depuis la fenêtre, je voyais la plage s'étendre jusqu'au port, les mouettes tournoyant dans le ciel gris perle. Mon nom était sur le bail, ma clé de boîte aux lettres dans ma poche. J'avais chiné des nappes brodées au marché aux poissons, un vieux miroir piqueté, une chaise en osier, passe d'hombres, pas de mensonge, juste la paix, et le début d'une nouvelle vie.